Alors, merci beaucoup à M. Vallée, à Martin, à M. Smith. J'ai maintenant le privilège, encore une fois, de vous présenter très brièvement notre conférencier invité. J'ai l'impression que c'est un peu superflu de présenter Gérard Noiriel, mais peut-être dans la perspective d'une historienne qui peut peut-être rappeler à la mémoire des éléments, des accomplissements de notre conférencier invité. Je voulais vous le présenter très rapidement. Donc, Gérard Noiriel est docteur ès-lettres. Il a été professeur à l'École normale supérieure de 1986 à 1994, puis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de 1994 à 2018. Il est aussi chercheur associé au Institute for Advanced Study de l'Université de Princeton. Spécialiste de l'histoire de l'immigration et des classes populaires en France, il a publié une vingtaine d'ouvrages. Depuis le début de sa carrière, et c'est sans doute ce qui explique sa présence avec nous ce soir et pour les prochains jours, depuis le début de sa carrière, il a participé à de multiples projets visant à enrichir la mémoire collective en travaillant avec des artistes, des cinéastes, des musées pour diffuser les résultats de ses recherches. Co-fondateur du Musée de l'immigration, il a collaboré à de nombreux documentaires historiques pour la télévision et participé à l'écriture du scénario du film Chocolat. Il dirige depuis 12 ans l'association DAJA. Je ne sais pas ce que signifie DAJA, peut-être il va nous l'expliquer, le sens de cette abréviation, de ce sigle, un collectif d'éducation populaire qui intervient dans toute la France. Alors, le titre de sa communication de ce soir, sa conférence, vous l'avez à l'écran. Donc, M. Noiriel, bienvenue. Bonjour à tous, chers amis. D'abord, je voulais remercier toute l'équipe qui a organisé ce beau colloque pour leur invitation. Pour préciser ce que vous disiez tout à l'heure, je vais rappeler que lorsqu'Alain Roy m'a parlé de ce projet, c'était à Paris il y a plus d'un an, on s'est rencontrés à Paris. J'ai été d'emblée enthousiasmé, je crois que le mot n'est pas trop fort, par l'idée d'en faire partie, car depuis le début de ma carrière universitaire, la question de ce que vous appelez, je vais revenir tout à l'heure, la participation citoyenne en histoire a été au cœur de mes préoccupations. J'y reviendrai longuement tout à l'heure. Mais il se trouve que c'est un sujet qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt dans la corporation des universitaires français. Et grâce à vous, j'ai donc enfin eu l'occasion, préparant cette conférence, de présenter un rapide bilan de ce que j'ai tenté de faire dans ce domaine pour alimenter la réflexion collective. Et dans le même temps, je vous remercie aussi parce que je suis sûr que je vais apprendre, j'ai lu le programme, que je vais apprendre beaucoup de choses, étant donné la richesse et la diversité des interventions qui sont prévues au cours de ces 3 journées d'échange. Alors, la dernière conférence que j'ai présentée ici à Montréal, ce n'était pas dans votre université, c'était dans l'autre, il y a plus de 20 ans, avait pour titre « L'historien face aux défis du XXIe siècle, mondialisation des échanges et crise des États-nations ». En fait, cet intitulé avait déjà un rapport avec la question qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'il reposait sur l'idée que l'histoire peut avoir une utilité civique en nous aidant à comprendre les défis du présent et même de l'avenir. Et ça, c'est un point qui a été tout à fait fondateur dans mon orientation professionnelle, parce que j'ai toujours été convaincu que la science historique pouvait aider les hommes à mieux vivre. C'est une expression de Marc Bloch dans son livre sur le métier d'historien. Voilà pourquoi, dans l'exposé que j'avais présenté à Montréal le 20 mars 2001, j'avais tenté de freiner les ardeurs de celles et ceux qui nous disaient alors que la mondialisation des échanges était en train de faire disparaître les nations. Fidèle aux enseignements du sociologue Norbert Elias, une grande autre référence pour moi, j'avais rappelé qu'en ce début de XXIe siècle, la nation était toujours ce que Norbert Elias appelait une unité élémentaire de survie pour la grande majorité des êtres humains. Alors, les événements qui se sont succédés depuis 20 ans ont prouvé qu'il n'était pas inutile de rappeler combien le passé peut peser sur le présent, mais je dois reconnaître que dans les défis du XXIe siècle que j'avais évoqués ce jour-là, ne figurait ni l'épidémie de Covid, ni la guerre en Ukraine. Comme quoi, tout en continuant à croire à l'utilité civique de l'histoire, la leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est qu'il vaut mieux rester modeste
même quand on est historien. Voilà, alors après cette longue introduction, je voudrais entrer dans le vif du sujet, mais avant de vous donner des exemples concrets concernant ce qu'on a appelé les apports citoyens en histoire, je voudrais commencer par clarifier notre vocabulaire. Parce que c'est l'une des choses d'ailleurs que j'ai apprises dans les échanges autour de la question nationale, des identités nationales, etc. Si nous parlons la même langue, je ne suis pas sûr que nous donnions toujours le même sens aux mots. Je suis moi-même engagé donc, depuis très longtemps dans des actions qui correspondent aux objectifs du présent colloque, visant, je cite, à mieux comprendre et à faire connaître l'action associative en histoire et patrimoine et soutenue par des milliers de bénévoles rayonnant sur l'ensemble du territoire québécois. Mais ce qui paraît un peu surprenant pour un historien français, c'est l'expression de participation citoyenne en histoire et patrimoine qui figure dans l'intitulé du colloque et que j'ai reprise dans ma propre contribution pour honorer évidemment la demande qu'on m'avait faite. On trouve dans la présentation des objectifs du colloque des formulations comme apport citoyen, organisation citoyenne, dont le sens n'est pas évident pour moi, comme je pense pour la plupart des Français. Alors, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir, puisque c'est l'objet quand même de ce colloque, c'est aussi de discuter des mots qu'on emploie, mais comment dirais-je, la petite réserve que je peux avoir par rapport à l'usage de ce terme de citoyen, c'est que le mot citoyen est employé ici pour désigner celles et ceux qui font des recherches en histoire sans faire partie de la corporation universitaire. Et je dirais qu'en français, on n'emploierait pas le mot citoyen pour les désigner. Hein. En France, plutôt que de raisonner en termes de participation citoyenne à l'histoire, nos réflexions sur ce sujet sont plutôt énoncées à l'aide de termes qui vont distinguer les historiens amateurs et les historiens professionnels. Hein. Alors, on peut critiquer, peut-être qu'il faudrait que nous changions notre vocabulaire, mais je peux donner une raison pour laquelle moi-même j'ai souvent utilisé ce type de vocabulaire, c'est que l'usage du vocabulaire de la citoyenneté pour désigner les recherches historiques développées hors du cadre universitaire, la réticence qu'on peut avoir, c'est que la crainte d'alimenter ce qu'on pourrait appeler une approche relativiste de l'histoire. Puisque nous sommes tous des citoyens et des citoyennes, parler d'histoire citoyenne, est-ce que ce n'est pas sous-entendre que n'importe qui, en gros, peut se prétendre historien? Nous touchons là, je pense, j'essaie d'expliquer pourquoi, un problème de fond qui tient à la polysémie du mot « histoire ». Alors que tout le monde reconnaît la spécificité des métiers de physicien, de biochimiste, etc., si l'on définit l'histoire uniquement comme un discours sur le passé, effectivement, tout citoyen peut se dire historien ou historien. En France, actuellement, je ne sais pas si l'on le même ici au Québec, mais les salles d'archives sont occupées en grande partie par des personnes qui font leur arbre généalogique. Hein. Les politiciens, les journalistes, les romanciers publient constamment des ouvrages historiques. Le triomphe d'Internet n'a fait encore qu'accentuer cette tendance. Alors, si l'on croit, comme c'est mon cas, à l'utilité civique de la science historique, il faut nécessairement expliquer ce qui différencie ces multiples façons de discourir sur le passé. C'est cela qui m'a conduit, pendant longtemps, à distinguer, encore aujourd'hui d'ailleurs, à distinguer ce que j'appelle l'histoire-mémoire et l'histoire-science. Alors, c'est un peu là-dessus que je voudrais insister maintenant, parce que j'insiste sur le fait que cette différence entre les deux ne recoupe pas celle qui sépare les historiens amateurs et les historiens professionnels. Elle ne repose pas non plus sur le degré de maîtrise des techniques qui font partie de ce qu'on appelle depuis le 19e siècle la méthode historique. Les historiens associatifs fréquentent souvent les archives d'une manière plus assidue que les universitaires, accaparés par des tâches administratives et d'enseignement ou par la rédaction d'ouvrages de synthèse, comme on dit, d'ouvrages généraux. La différence, à mes yeux, entre l'histoire-mémoire et l'histoire-science, c'est que les deux ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le but de l'histoire-science est d'expliquer le passé, alors que l'histoire-mémoire cherche surtout, pas exclusivement, mais surtout à tirer de l'oubli tel ou tel aspect du passé.
Or, le fait de tirer de l'oubli, eh bien, ce n'est pas une démarche neutre, c'est une démarche qu'il faut aussi interroger. On le sait, la mémoire est une dimension essentielle de l'identité des personnes et des identités collectives. Si je prends l'exemple de la France, jusqu'à l'époque contemporaine, la recherche historique n'a été qu'une histoire-mémoire qui était monopolisée par des érudits qui voulaient sauver de l'oubli des faits qui concernaient leur communauté, leur classe sociale, leur nation, etc. Avant le XVIIIe siècle, en Europe, l'essentiel du travail sur archives était produit par des moines, le plus souvent bénédictins ou dominicains. Un début de laïcisation de cette histoire-mémoire s'est produit après la Révolution française grâce à François Guizot. C'est à ce moment-là qu'est née ce qu'on appelle aujourd'hui une politique du patrimoine, visant à construire la mémoire nationale de la France. La Société de l'Histoire de France a été créée en 1833. La Société française d'archéologie et le Comité des travaux historiques et scientifiques, qui regroupe une multitude de sociétés savantes s'intéressant à l'histoire, ont été fondées l'année suivante, donc 1834. Grâce à cette impulsion du pouvoir politique, un immense travail collectif de sauvegarde et de classement des archives a pu se développer et les chantiers archéologiques ont connu alors un réel essor. Ce type d'histoire-mémoire occupe toujours une place très importante aujourd'hui dans la recherche historique française. Par exemple, le Comité des travaux historiques et scientifiques, dont je parlais il y a un instant, regroupe actuellement plus de 1000 sociétés savantes, organisées en fédérations régionales, départementales ou communales. Ces sociétés d'histoire sont extrêmement diverses. Elles se distinguent par leurs objets de recherche, le nombre de leurs collaborateurs, l'ampleur des soutiens dont elles bénéficient de la part des pouvoirs publics, etc. Mais la plupart d'entre elles ont la même finalité, sauver de l'oubli tel ou tel aspect du passé. En France, ces sociétés savantes sont animées en majorité par des amateurs d'histoire. Elles représentent, à mes yeux, le meilleur exemple de la participation citoyenne à l'histoire évoquée dans la présentation de ce colloque. Elles jouent un rôle très important dans le progrès de la connaissance historique. Néanmoins, cela ne doit pas nous faire oublier que cette histoire citoyenne est aussi un enjeu à la fois social et politique, car tous les citoyens n'ont pas la même histoire ni les mêmes intérêts et ils ne sont pas tous à égalité sur le plan culturel. Donc, il me semble qu'au minimum, il faudrait mettre cette expression plurielle en parlant des histoires citoyennes. En avançant dans mes propres recherches, j'ai réalisé que la pratique de l'histoire-mémoire ressemblait au jeu des chaises musicales. Le passé recèle une infinité de sujets, de causes, d'expériences vécues qui mériteraient d'être tirés de l'oubli. Mais parmi tous ces candidats, seuls un petit nombre sont extraits du néant pour prendre place dans notre mémoire collective. Pour cela, il faut que ce passé soit pris en charge par des gens qui ne sont pas toujours animés par des motivations d'ordre uniquement scientifique. Au XIXe siècle, en France, les sociétés savantes que j'ai évoquées plus haut étaient dirigées par des ecclésiastiques, des nobles, des notables, plus souvent hostiles à la Révolution française. C'est l'une des raisons qui a poussé les fondateurs de la Troisième République, notamment Jules Ferry, qui était un fervent positiviste, à réformer et à développer la recherche universitaire pour faire de l'histoire une discipline scientifique sur le modèle des sciences physiques. L'idée était de créer un corps d'historiens payés par l'État pour produire des connaissances objectives qui ne soient donc au service d'aucun groupe ni d'aucune cause. Cette manière de défendre l'objectivité de l'histoire, que l'on peut trouver naïve aujourd'hui, était néanmoins une façon de défendre l'autonomie de la recherche scientifique par opposition à l'histoire-mémoire que j'évoquais il y a un instant. Mais cet idéal d'objectivité de la connaissance a été discrédité pour deux grandes raisons. La première tient au fait que les recherches développées par les premières générations d'historiens républicains étaient, elles aussi, contaminées par des présupposés qui n'avaient rien de scientifique. Comme la plupart d'entre eux étaient des hommes blancs appartenant à la bourgeoisie intellectuelle, ils ont produit une historiographie à leur image. Cette histoire officielle, universitaire, a été progressivement contestée par des historiennes et des historiens qui, au départ, n'étaient pas des professionnels, mais des amateurs, œuvrant ainsi à cette participation citoyenne que vous défendez. Sans entrer dans les détails,
Je rappellerai qu'en France, l'histoire des ouvriers, l'histoire des femmes, l'histoire de la Shoah, l'histoire de l'immigration ont toutes été développées au départ par des collectifs d'histoire citoyenne qui militaient pour sortir de l'oubli des groupes ou des causes ignorées par l'histoire universitaire. C'est seulement dans un second temps que les universitaires ont pris en charge ces nouveaux domaines de la recherche. L'idéal d'objectivité défendu par les fondateurs de la Troisième République a été miné aussi par la double mission confiée aux historiens universitaires en tant qu'enseignants-chercheurs. En fait, c'est par le canal de l'enseignement, en effet, que la mémoire nationale s'est diffusée dans toutes les classes de la société. La troisième raison, là encore en allant très rapidement, qui peut expliquer que l'histoire-science a été détournée de son idéal d'objectivité, tient aux fonctions d'expertise que certains historiens républicains ont accepté d'assumer pour dégager, par exemple, la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale ou, plus récemment, pour témoigner lors des procès intentés à ceux qui avaient collaboré avec les nazis. Grâce à Lucien Febvre et à Marc Bloch, les fondateurs de la célèbre revue des Annales, je considère, si vous voulez, comme un émule, voilà, même si c'est assez lointain maintenant dans le temps, de cette école historique. Grâce à eux, donc, une nouvelle conception de l'histoire-science s'est développée à partir des années 1930, tout en acceptant l'idée que toute recherche savante repose sur un point de vue particulier. Ils n'ont pas renoncé à défendre le principe d'objectivité en le présentant comme un idéal vers lequel il fallait tendre sans jamais l'atteindre. Dans le même temps, ils ont défendu l'idée que l'autonomie de la science historique exigeait la maîtrise des questionnements. C'est ce que Lucien Febvre et Marc Bloch ont appelé l'histoire-problème. Alors que l'histoire-mémoire se donne pour but de tirer le passé de l'oubli, l'histoire-science s'efforce de résoudre des problèmes scientifiques. À mes yeux, l'avantage de cette définition de la science historique, c'est qu'elle permet de tenir à distance les jugements de valeur que véhiculent souvent les adeptes de l'histoire-mémoire. Je répète qu'il ne serait pas juste d'en conclure que l'histoire-science est pratiquée uniquement par les historiens de métier et que l'histoire-mémoire serait réservée aux amateurs. En réalité, on constate que beaucoup d'historiens universitaires alimentent la démarche mémorielle et inversement, les historiens associatifs apportent parfois une contribution essentielle à la résolution des problèmes historiques. Si j'en suis arrivé à distinguer de cette manière l'histoire-mémoire et l'histoire-science, c'est que j'ai été moi-même impliqué dans ces deux types d'activités, à la fois complémentaires, mais parfois conflictuelles. C'est sur ce point que je voudrais insister dans la deuxième partie de mon exposé. S'il fallait que je résume ma trajectoire d'historien, je dirais que depuis le début de ma carrière, je me suis comporté comme une sorte de funambule, oscillant sur le fil du rasoir. J'ai œuvré d'un côté pour défendre l'autonomie de la science historique et de l'autre, je me suis efforcé de développer des liens avec le milieu des historiens associatifs pour sortir de l'oubli des aspects du passé qui étaient restés dans l'ombre. Je voudrais maintenant vous donner quelques exemples concrets des solutions que j'ai expérimentées pour concilier ces deux démarches. À la fin des années 1970, lorsque je suis arrivé comme enseignant du secondaire dans la région de Longwy, au nord de la Meurthe-et-Moselle, il n'existait qu'une seule association d'histoire citoyenne. Elle correspondait au modèle des sociétés savantes que j'évoquais plus haut. Intitulée « Les Amis du Vieux Longwy », cette société avait été fondée en 1956 par des érudits locaux qui voulaient sortir de l'oubli le passé rural de cette région à un moment où la grande industrie sidérurgique était à son apogée. La découverte du bassin ferrifère de Briey à la fin du XIXe siècle avait bouleversé en effet à la fois l'activité économique et la composition de la population locale. Au début des années 50, le bassin de Longwy-Villerupt produisait près du tiers de l'acier français et c'était le premier arrondissement de France pour le taux d'immigration. Mais quand je suis arrivé comme enseignant dans la banlieue de Longwy, les usines étaient en train de fermer. Malgré la mobilisation populaire contre ce plan de liquidation, les installations ont toutes été démantelées et rasées. Aujourd'hui, une grande partie des gens qui habitent dans ce bassin sont des frontaliers qui travaillent dans les sociétés installées au Luxembourg.
Ayant été directement confronté à ce drame social, j'ai voulu sauver de l'oubli une classe ouvrière qui avait joué un rôle essentiel dans l'histoire industrielle de la France. J'ai donc commencé ma carrière d'historien comme un adepte de l'histoire mémoire. Et je l'ai appréhendé dès ce moment-là comme un enjeu de lutte entre des groupes engagés dans des activités mémorielles contradictoires. Étant donné que l'histoire du monde industriel local n'intéressait pas les amis du violon oui, il m'a fallu renouveler ce que vous appelez l'histoire citoyenne. En 1980, j'ai donc fondé avec quelques amis l'Association pour l'étude et la préservation du patrimoine du bassin de Longwy-Viru, l'APEP, le sigle l'APEP, qui a publié un petit journal intitulé Histoire d'ouvriers, dont vous avez là quelques illustrations. Ça me permet de vous parler de mes vieux amis. Voilà, cette revue, vous voyez, qu'on fabriquait à l'époque, et avec des, voilà, je ne vais pas passer tout en revue, mais des interviews de la population, vous voyez, des extraits de témoignages, d'archives, etc., etc. Donc ça a été le début pour moi de cette histoire mémoire. Et j'ai découvert à ce moment-là, donc moi je n'étais pas universitaire, j'étais dans le secondaire, la richesse et le potentiel de cette histoire citoyenne. Elle regroupait des gens appartenant à différents milieux sociaux. On trouvait des femmes de sidérurgistes qui avaient été jusque-là confinées dans la sphère domestique, des ouvriers, des enseignants, des employés. Grâce à ce travail collectif, nous avons rassemblé un grand nombre d'histoires de vie en collectant les souvenirs des plus anciens. Nous avons aussi engagé des actions pour sauver de la destruction une partie des installations. Nous étions assez isolés et ça n'a pas abouti à un grand succès puisque toutes les installations ont été détruites. Aujourd'hui, il ne subsiste de ce passé qu'un haut fourneau couché sur le flanc au milieu d'un terrain de golf. J'ai contribué, malgré tout, à sauver de l'oubli cette mémoire ouvrière tout en donnant aux autres membres de notre association des conseils sur la manière de faire des entretiens, sur la façon d'analyser des documents personnels ou de consigner par eux-mêmes leurs souvenirs par écrit, en les persuadant, ça c'est très important, qu'ils pouvaient devenir eux aussi des historiens et des historiens. Alors, on a un bon exemple dans le coin, c'est les talents de poète de l'un des ouvriers qui était membre de notre association ont été révélés au grand jour, à tel point qu'il a connu une petite réputation régionale. Donc, il y a aussi, on reviendra sans doute dans nos discussions, mais c'est un élément important de lien social entre des gens de différents milieux qui s'apportent réciproquement des choses importantes. J'ajoute que notre engagement en faveur de l'histoire associative, ça c'est important aussi, donc je vous dis, ça se situe fin des années 70, début des années 80, ça s'inscrivait dans un mouvement, dans le prolongement d'un mouvement international issu des aspirations de mai 68. Nous voulions contourner la forteresse universitaire pour développer une histoire par en bas en co-construction avec les acteurs de la société. En Angleterre, cette histoire militante associant des historiens professionnels et des amateurs fut incarnée par le mouvement des History Workshops, qu'on appelait en Allemagne l'Alltagsgeschichte, l'histoire du quotidien. En France, c'est l'Institut du temps présent qui donna une légitimité universitaire à ce genre d'activité en accordant une large place au recueil de témoignages. En même temps que je m'investissais dans le développement de cette histoire mémoire locale, je me suis engagé dans des recherches scientifiques en consacrant une thèse à l'histoire des hommes et des femmes de cette région. Le travail collectif réalisé au sein de notre association m'a été extrêmement utile, car j'ai pu mettre à profit les histoires de vie que nous avions recueillies. Grâce aux ouvriers de notre collectif, j'ai pu retracer l'histoire des processus de production et l'évolution des relations de travail au sein de ces grandes usines, ce qui ne figurait dans aucune archive écrite. Mais je dois préciser que ma thèse n'avait pas pour principal but de sortir de l'oubli ce monde ouvrier. L'objectif était de résoudre un problème qui consistait à expliquer la force du slogan « Nous voulons vivre, étudier, travailler au pays » que j'avais entendu dans toutes les manifestations contre les fermetures d'usines. Je me suis donc efforcé de comprendre comment cette population, composée de plusieurs dizaines de milliers d'individus venus de tous les horizons, puisque c'était le premier arrondissement pour l'immigration, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait réussi à s'intégrer au sein d'un univers industriel dont ils ignoraient tout au départ. Cela m'a amené à analyser la forme spécifique de domination que cette classe ouvrière avait subie, qu'on appelle le paternalisme.
j'ai montré que, paradoxalement, ce contrôle patronal total avait contribué à souder une communauté ouvrière qui avait fini par s'enraciner dans cet univers industriel local en s'engageant massivement aux côtés du Parti communiste pour contester le pouvoir des maîtres de forge. Cette thèse, qui a été publiée en 1984 au PUF, donc a été, eu un certain retentissement parce qu'elle montrait l'importance que pouvait avoir l'histoire de l'immigration dans un pays comme la France. Et dans la suite de ma carrière universitaire, j'ai poursuivi constamment ce double engagement en faveur de l'histoire-mémoire et de l'histoire-science, sans jamais confondre les deux. Dans mon livre qui s'appelle « Le Creuset français », qui date de 1988, j'ai défendu l'idée que l'on ne pouvait pas vraiment comprendre l'histoire contemporaine de la France si l'on ne faisait pas une large place à l'immigration. En 1930, en effet, la France avait le taux d'immigration le plus fort du monde, plus fort que les États-Unis. Et l'on estime aujourd'hui que près du tiers des habitants de ce pays, pour peu qu'on remonte jusqu'à la 3e génération, sont des descendants d'immigrés. Dans l'un des chapitres de ce livre, Le Creuset français, chapitre que j'avais intitulé « Non-lieu de mémoire », j'ai montré que malgré son importance, l'histoire de l'immigration avait été complètement occultée par l'historiographie officielle, ce qui n'était pas sans conséquences politiques dans un contexte marqué par la montée de l'extrême droite et des discours xénophobes. Ces constats m'ont amené à m'engager dans un nouveau combat mémoriel visant à sortir de l'oubli l'histoire des immigrants. J'ai assuré la direction scientifique d'une série de 40 documentaires pour la télévision sur ce sujet et j'ai fondé une nouvelle association dans le but de créer un lieu de mémoire comparable à celui d'Ellis Island aux États-Unis. C'est ainsi que j'ai contribué à la naissance de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui est devenue aujourd'hui le musée de l'immigration, situé Porte Dorée à Paris. L'idée était de mobiliser le formidable outil mémoriel que représentent les musées, mais dans une perspective qui visait à associer les universitaires spécialistes de l'histoire de l'immigration, qui étaient réunis au sein du conseil scientifique de la Cité, et les militants associatifs qui s'étaient engagés depuis une vingtaine d'années dans un travail de mémoire. C'est pour ça qu'on avait voulu intituler ce lieu « Cité » et pas « Musée ». Je pourrais revenir, peut-être ça vous intéresse, je dirai quelques mots tout à l'heure, mais je pourrais revenir sur les obstacles auxquels nous nous sommes heurtés pour faire vivre cette collaboration, car le passage de la Cité au musée s'est fait finalement au détriment des historiens associatifs. Mais le problème majeur auquel nous nous sommes heurtés est apparu en 2007, quand Nicolas Sarkozy, à peine élu président de la République, a mis en place le ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Cette récupération de notre engagement mémoriel par le pouvoir politique à des fins identitaires nous a paru inadmissible. C'est pourquoi tous les membres du conseil scientifique de la CNHI, dont je faisais partie, ont démissionné. J'ai pu mesurer alors les difficultés que présentait ma volonté de concilier les deux facettes de mon activité d'historien. Étant donné que l'immigration fait l'objet de polémiques récurrentes dans notre actualité, depuis plus de 30 ans, je suis constamment sollicité par des journalistes qui me demandent de répondre à des questions politiques sans rapport avec mon travail scientifique. Et si on veut exister dans l'espace public, on est bien obligé aussi parfois d'accepter ces sollicitations. C'est une des contradictions aussi que pourra parler quand on parle de valorisation des travaux. Au cours des années 2000, la politisation de l'histoire-mémoire, de l'histoire-mémoire s'est fortement intensifiée en France. Le Parlement français a adopté plusieurs mesures qu'on appelle les lois mémorielles, réprimant les discours négationnistes concernant le génocide des Juifs, des Arméniens, la traite et l'esclavage des Africains. Les associations militantes ont tenté d'utiliser ces lois pour incriminer des travaux universitaires parce qu'ils ne cautionnaient pas leurs revendications mémorielles. En 2005, une nouvelle loi a été adoptée qui contenait un article disant que les programmes scolaires devaient reconnaître le rôle positif de la colonisation. Avec quelques collègues, nous avons alors fondé le comité de vigilance face aux usages de l'histoire, dont j'ai assumé la présidence pendant plusieurs années, afin de défendre l'autonomie de la science historique et la dignité de ceux qui la pratiquent. Donc, on voit comment constamment, vous voyez, on est renvoyé d'un monde à un autre et qu'il est très difficile d'articuler les deux, mais c'est ce qui fait aussi progresser. Donc, je voudrais maintenant
étant donné que l'un des buts de ce colloque, c'est aussi de réfléchir au rôle que joue l'histoire associative dans les actions de médiation et de valorisation du passé, dans la dernière partie de ma conférence, je voudrais élargir le propos en montrant comment on peut promouvoir efficacement l'histoire associative en développant des formes de collaboration avec le monde des artistes et des professionnels de la médiation. Alors, pour illustrer ce point, je prendrai l'exemple du travail interdisciplinaire que nous avons mené autour du clown Chocolat. L'un des objectifs que nous visions lorsque nous avons créé la Cité de l'immigration était de faire travailler ensemble toutes celles et tous ceux qui s'intéressaient à cette histoire, les enseignants, les universitaires, les membres des associations, mais aussi les artistes. La réflexion collective que nous avions développée au sein du comité de préfiguration de ce lieu de mémoire nous avait convaincus que pour diffuser le plus largement possible les résultats de nos recherches historiques sur le sujet, une pédagogie reposant uniquement sur la diffusion d'arguments rationnels était insuffisante. Il fallait faire une place à l'intelligence émotionnelle. Voilà pourquoi nous avons décidé d'associer des artistes à l'élaboration des projets que nous voulions développer. Après ma démission du conseil scientifique de la Cité de l'immigration, nous avons décidé de continuer l'aventure en fondant l'association DAJA, vous parliez tout à l'heure, sigle qui signifie des acteurs culturels jusqu'aux chercheurs et aux artistes. Association toujours active aujourd'hui. On aurait peut-être même pu venir vous présenter l'un de nos spectacles, mais ce sera pour la prochaine fois. Le premier projet que nous avons réalisé ensemble au sein de l'association avait pour but de valoriser le rôle que les immigrants ont apporté à notre culture, tout en rappelant les formes de discrimination qu'ils avaient souvent subies. Mes amis artistes m'ont alors demandé de trouver un personnage historique qui pourrait incarner cette histoire et auquel le public pourrait s'identifier. C'est grâce à eux que j'ai alors découvert l'histoire extraordinaire et complètement oubliée de Raphaël, un esclave cubain ayant émigré en France à la fin des années 1880, qui a connu un immense succès en devenant le clown Chocolat. C'est un exemple de collaboration que je cite souvent pour montrer comment la recherche historique peut progresser grâce à des projets qui réunissent des acteurs de compétences diverses. Dans les 2 livres que j'ai consacrés à cet artiste, j'ai analysé les représentations qui avaient été données de lui, puis je me suis lancé dans une biographie dont le but était de comprendre comment ce travailleur immigré, qui était analphabète et ne parlait même pas le français quand il est arrivé à Paris, avait pu se faire une place dans le milieu culturel parisien. J'ajoute qu'il n'avait même pas d'état civil, puisqu'il n'en avait pas en tant qu'esclave venu de Cuba et on ne lui en a pas donné un en France. Les 6 années de recherche que j'ai consacrées à ce personnage m'ont permis de mettre en lumière les préjugés racistes de ceux qui avaient nié son talent en le présentant comme un sauvage, tout juste bon à faire rire les enfants. Mais j'ai montré aussi les insuffisances d'une histoire mémorielle assez en vogue aujourd'hui, qui se contente souvent de dénoncer le racisme colonial, avec le thème, si vous connaissez, mais des os humains, qui a eu un certain impact, qui occulte à la fois les formes de résistance qu'ont développées ceux qui étaient victimes de ces préjugés et les formes de solidarité dont ils ont bénéficié parfois dans la population française. Nous avons mené ensuite tout un travail avec les artistes et les autres membres de notre collectif pour traduire ces recherches sous la forme d'un spectacle accessible à tous les publics. Depuis une dizaine d'années, nous présentons ce spectacle dans toute la France. Et ce sont les comptes rendus, parus dans la presse, qui ont attiré l'attention d'un producteur de cinéma. Et la valorisation de cette histoire s'est alors développée à une échelle beaucoup plus vaste. C'est un film produit par Gaumont, 18 millions d'euros de budget, puisque le film Chocolat, réalisé par Roche Dizem, avec Omar Sy dans le rôle titre, a été vu par 2 millions de personnes. Donc là, on a atteint évidemment un niveau qui a dépassé nos espérances, avec des contradictions, on pourra y revenir tout à l'heure, parce que le passage de l'histoire au cinéma, ce n'est pas forcément toujours fidèle aux vérités qu'on aimerait voir diffusées, mais malgré tout, ça a permis de rendre hommage à cet artiste d'une manière, je trouve, convaincante. Ce projet culturel a permis aussi de tisser des liens avec des gens de milieux très divers, qui étaient concernés, parfois même sans le savoir,
par l'histoire du clown chocolat. Le premier exemple que j'évoquerai concerne cette forme d'histoire-mémoire qu'on appelle la généalogie. Pour compenser la rareté des sources conservées dans les archives concernant l'histoire de Raphaël, nous avons tenté de retrouver des descendants. J'ai pu ainsi entrer en contact avec l'arrière-petite-fille du clown chocolat, qui n'était plus du tout dans le monde du cirque, et qui vit aujourd'hui dans un petit village du Morvan. Elle-même n'avait qu'un vague souvenir de l'histoire de son arrière-grand-père, mais elle avait gardé des photos qui nous ont servi à reconstituer la généalogie de sa famille. Et comme j'avais lu dans la presse de l'époque que le clown chocolat avait eu une compagne qui s'appelait Marie Equet, j'ai poursuivi cette enquête généalogique de ce côté-là, ce qui nous a permis de faire la connaissance d'une descendante de Marie qui nous a remis elle aussi des documents concernant son aïeul. Et pour compléter cette enquête, nous avons voulu retrouver la trace du colon espagnol qui avait acheté le jeune Raphaël à la Havane pour l'envoyer travailler comme esclave dans la ferme de sa mère qui vivait dans un village du Pays Basque. Et grâce au responsable d'une association d'histoire locale de Bilbao, je suis entré en contact avec un descendant de cette famille qui est aujourd'hui musicien à Madrid. Lui aussi m'a confié les souvenirs qui s'étaient transmis de génération en génération à propos de cet esclave noir. Cet exemple montre aussi les facilités que procure Internet pour nouer des contacts avec des personnes vivant dans d'autres pays et aussi pour communiquer avec elles. Parce que moi, je ne connais pas un mot d'espagnol, mais grâce à la traduction automatique, j'ai réussi à communiquer avec cet historien de Bilbao. Ce projet historique nous a permis aussi d'entrer en relation avec ces autres amateurs d'histoire qu'on appelle les collectionneurs. En sortant de l'oubli l'histoire de ce clown et en nous appuyant sur la valorisation de notre travail associatif qui a permis la sortie du film Chocolat, nous avons attiré l'attention de ceux qui avaient accumulé chez eux, souvent pour leur plaisir, des affiches, des figurines, des objets qui concernaient cet artiste, mais dont ils ignoraient l'importance. C'est grâce à tous ces apports que j'ai pu mener jusqu'à son terme ma recherche biographique sur Chocolat. Mais cela nous a permis aussi de réaliser une grande exposition qui a été présentée à Paris au moment de la sortie du film. Alors, j'ai choisi quelques-unes des illustrations qu'on avait montrées à ce moment-là lors de l'exposition et qui proviennent donc des documents que nous ont donnés, communiqués les descendants des familles et les collectionneurs. Alors, bon, je vais passer très vite, mais là, c'est la descendante de Marie, la compagne du chocolat, qui nous a donné l'acte de décès. Alors, c'est très intéressant. Ça peut paraître tout à fait banal, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que l'employé d'état civil a barré le nom chocolat, il lui a redonné le nom Grimaldi. Parce qu'en fait, cette femme avait été mariée à un douanier qui s'appelait Grimaldi, et mais elle a divorcé à une époque où évidemment c'était extrêmement difficile pour vivre avec, comme on appelait à l'époque, un nègre. Donc, elle a été désavouée, rejetée par sa famille, et même l'employé d'état civil a refusé d'admettre que, voilà, elle s'appelait la veuve Chocolat. Donc, on a eu toute une action, ça je donne avec la Ligue des droits de l'homme, pour rétablir l'honneur de cette femme qui avait voulu être enterrée sous le nom de veuve Chocolat. Bon, je crois que ça n'a pas débouché, malheureusement, sur quelque chose de précis. Voilà, ça c'est une photo qui montre la famille des colons. La famille avec le Castagno, là, si vous voyez en haut à gauche avec son chapeau, c'est lui qui a acheté Raphaël pour le vendre. Alors voilà, ça c'est très intéressant, c'est tout ce qu'on a retrouvé autour du clown chocolat. C'est-à-dire que au départ, on partait de l'idée qu'il avait été clown, mais en fait, c'est un univers culturel. Parce que d'abord, il était chanteur. À l'époque, c'était le Nouveau Cirque, là où il s'est produit à Paris. C'était à la fois un cirque, mais aussi un musical. Donc, il était, voilà, il a multiples talents. Et surtout, il a été adoré des enfants. Donc, il y a eu toute une série, des jouets, des marionnettes, vous voyez, des représentations, des figurines comme celle-ci. J'en ai pris qu'une, là, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on a retrouvées comme ça, qui sont conservées, dispersées aujourd'hui dans des endroits. Voilà, donc ça, c'était un des panneaux de l'exposition. Et là, vous avez, vous voyez là, une photo où on voit les enfants qu'on appelait les petits chocolats, qui sont Eugène et sa sœur, que c'est les descendants qui nous ont donné ces photos.
Vous avez ici aussi, là, ça c'est le duo, ça c'est Chocolat et ça c'est son fils en fait. Ils ont formé un duo qu'ils appelaient Tablette et Chocolat. J'analyse dans mon livre aussi la manière de jouer sur les stigmates pour les renverser, pour les retourner. Bon, ça nous éloignerait peut-être un peu du sujet. Et là, vous avez d'autres images, vous voyez, qui montrent là comment l'enquête qui a été faite pour essayer de retrouver son histoire, les enjeux de mémoire ensuite, puisque un effort pour reconstituer une avenue Foutit et Chocolat à Paris. Alors, je voudrais terminer maintenant cet exposé en abordant la dernière étape dans ma réflexion sur l'articulation entre l'histoire universitaire et l'histoire associative. Elle concerne la révolution du numérique qui bouleverse les normes de communication, ce qui pose des problèmes inédits à l'historien qui souhaite intervenir dans l'espace public autrement qu'en publiant des livres. Je me contenterai de vous livrer mon témoignage sans y insister, puisque cette question fera l'objet de la communication de notre collègue luxembourgeois. Il se trouve que j'ai été sollicité il y a 3 ans par la directrice de la radio France Culture pour faire une chronique quotidienne qui s'intitule « Le pourquoi du comment en histoire », chronique que l'on peut écouter en podcast et qui dure toujours. J'ai découvert ainsi une autre manière de communiquer avec le grand public qu'on pourrait appeler la podcastisation de l'histoire. Ce n'est pas une mince affaire, hein, je m'en suis rendu compte. Transmettre des connaissances issues des recherches savantes dans un langage accessible à tous et à toutes en 3 ou 4 minutes par jour demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Surtout qu'on est en concurrence avec une multitude de gens qui le font aussi, mais qui font des résumés des fiches Wikipédia. Donc, si vous ne voulez pas faire ça, il faut vous plonger dans les articles. Souvent, je travaille beaucoup sur les revues scientifiques, et puis j'essaie d'en tirer un fil conducteur, et puis de faire quelque chose qui soit accessible quand même pour des publics qui ne sont pas spécialisés. Mais grâce à cette chronique radiophonique, j'ai pu faire connaître aux éditeurs les recherches que développent aujourd'hui des associations tournées vers l'histoire, parce qu'il y a une communication qui s'établit, des gens qui m'écrivent, qui me parlent de ce qu'ils font, etc. Des formes de collaboration inédites, on pourrait dire, grâce à ces podcasts, ont pu se nouer entre ces associations et aussi notre collectif d'AJA, d'associations d'éducation populaire, puisqu'on tourne toujours aujourd'hui en France autour de spectacles, hein, que moi-même je suis sur scène d'ailleurs avec Martine Derrier qui est ici présente, qui est comédienne, où on essaye de traduire sous forme de spectacle le contenu de livres savants. Hein. Et donc Chocolat, c'était ça au début. Hein. Puis on en a beaucoup d'autres qu'on continue encore aujourd'hui. Et donc, vous voyez, entre notre travail d'éducation populaire et le travail que mènent les associations d'histoire, eh bien, des contacts, des proximités se sont nouées et on a pu faire des projets ensemble. Alors, je voudrais juste vous montrer un. Voilà, c'est les Cahiers de la Courtine 1917. C'est une association animée par des historiens amateurs, mais où il y a un lien avec leur propre mémoire familiale, puisqu'en fait, c'est une association qui a été créée pour raviver la mémoire des combattants russes en 1917 qui ont été sur le front français et qui ont fini par se révolter, qui ont été massacrés. Enfin, voilà. Donc, ils ont commencé comme ça, puis à partir de là, ils ont créé un collectif et ils développent un grand nombre de projets autour de cela, vous voyez, voilà, et avec un message qui passe ici, qui est d'actualité, peut-être maudite soit la guerre, avec toute une série d'initiatives culturelles que je trouve tout à fait passionnantes. Voilà. Donc, pour conclure, je crois nécessaire d'insister sur le fait que la collaboration entre l'histoire universitaire et l'histoire associative est indispensable. Je pense que ce que j'ai dit vous en a convaincu. Toutes celles et tous ceux qui animent des associations d'histoire apportent une contribution essentielle au développement de nos connaissances. Ils permettent ainsi d'élargir et de renouveler les domaines de la recherche historique. Réciproquement, les universitaires peuvent aider les amateurs à mieux utiliser les outils qui font partie de ce qu'on appelle la méthode historique. Ils peuvent aussi fournir aux praticiens de l'histoire associative les moyens de replacer les sujets sur lesquels ils travaillent
dans une perspective plus large. Mais le plus important pour moi, c'est que le respect des principes de la science historique peut permettre aux adeptes de l'histoire-mémoire de prendre du recul par rapport à des logiques mémorielles qui alimentent trop souvent des conflits identitaires dont les effets sociaux et politiques sont parfois désastreux. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui ouvre un large éventail de pistes et de questions. Et donc, c'est à mon tour d'inviter le public devant moi et ceux qui sont en ligne et qui participent avec nous à partager avec nous vos réactions, vos questions, les considérations que cette présentation a pu susciter. Voilà, donc la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Beaucoup de choses à dire, très, très intéressantes. Je voudrais revenir sur votre conclusion, sur l'apport que la méthode scientifique peut apporter pour les associations citoyennes d'élargir, de prendre du recul, justement. À quel point l'échelle, c'est-à-dire que les exemples que dont vous avez parlé, notamment à Longwy, sur l'histoire locale et une histoire scientifique qui est souvent moins locale, on va dire, qui essaie d'élargir, est-ce que ce rapport entre les échelles est quelque chose sur lequel vous avez joué, histoire mémorielle, histoire scientifique? Oui, alors c'est vrai, la question des échelles, c'est un enjeu très important déjà au sein de la science historique. Hein. Vous avez un livre de Jacques Revel qui s'appelle Jeux d'échelles, justement pour montrer que la recherche devait apprendre à combiner des échelles d'observation. C'est tout par rapport à l'apport de la micro-histoire, etc. Effectivement. Donc, effectivement, on pourrait dire que très souvent, enfin, l'histoire-mémoire, son principal atout, c'est la connaissance, la familiarité avec un terrain, un objet, etc. Et que la limite aussi, c'est de s'enfermer dans un monde local, ce qui a peu apporté. C'est le cas en France, je crois, des associations dites sociétés savantes, c'est aussi le cloisonnement et le fractionnement entre chacun des querelles qui peuvent aboutir à des querelles de clochers, etc. Alors que la recherche historique, même si elle est revenue de ses prétentions universalistes du passé, les lois de l'histoire, etc., plus personne n'y croit aujourd'hui. Mais effectivement, on a quand même des méthodes qui permettent de dépasser le cadre du strictement local. Par exemple, le comparatisme, par exemple, ça c'est une dimension tout à fait essentielle, mais même d'autres réflexions sur comment une étude de cas peut apporter des enseignements qui ont une valeur, sinon universelle, du moins beaucoup plus générale, etc. Donc effectivement, il y a là, je pense là encore, des échanges croisés qui peuvent enrichir les deux dimensions. Donc, peut-être vous identifier pour que les personnes en ligne sachent qui parle. En fait. Alors, Marie-France Charette, ce soir, je suis la présidente de l'atelier d'histoire Merci Hochelaga-Maisonneuve. Moi, je voudrais savoir au niveau des groupes associatifs qui, justement, vous dites, qui tirent de l'oubli l'histoire de leur patelin, est-ce que ces regroupements-là se spécialisent quelque part? Comme si je prends l'exemple ici au Québec, les sociétés d'histoire sont souvent des centres d'archives, des centres de documentation, ils font des expos, ils font des conférences, ils ont un rôle d'éducation populaire. Et quand il y a des menaces au patrimoine bâti, hop, on saute dans le cerceau et puis c'est ça qu'on fait. Oui. Est-ce que les sociétés ou les organismes en France ont ce même engagement social ou en tout cas développent des expertises particulières, autre que sortir de l'oubli, par exemple, une histoire ouvrière? Oui, toutes ces formes d'intervention, elles existent. Là, je ne suis pas le meilleur spécialiste pour vous faire un état des lieux de ce qui se fait, mais il y a effectivement aujourd'hui des formes d'engagement, comme vous venez de les présenter, de la part des associations, des structures, beaucoup de choses aussi autour avec les écoles, avec les établissements scolaires. Donc ça, c'est tout à fait évident et important. Moi, évidemment, comment dirais-je, mon expérience de l'histoire associative, elle est surtout par rapport
mon champ de recherche, c'est-à-dire l'histoire de l'immigration. Et donc, je me suis beaucoup engagé, je dirais, pour sauver de l'oubli ce patrimoine. Parfois, j'ai eu quand même parfois des formes de déception en voyant que ces logiques mémorielles, pour sauver de l'oubli, pouvaient être utilisées dans des formes de concurrence entre les mémoires. Voyez, donc c'est le risque de l'histoire mémoire, c'est de servir des logiques identitaires. Voilà, voilà. Parce que la mémoire, ça fait partie de l'identité. Donc, je pense qu'on est dans ces logiques mémorielles. On doit toujours être vigilant par rapport à ça. C'est une des choses qui, malheureusement, se développe aussi aujourd'hui, y compris dans le milieu militant, antiraciste, etc., où on voit des usages qui sont parfois en porte-à-faux. Il arrive aujourd'hui, je sais, vous vivez les mêmes choses ici au Canada, vous ne pouvez plus avoir d'analyse scientifique critique sur certains sujets parce que vous allez avoir une association qui va dire que vous contribuez à tout. Voilà, j'ai été confronté, moi, fortement à ça, hein, notamment un de mes derniers livres que j'ai écrit avec un sociologue qui s'appelle Race et sciences sociales, autour de ces questions, de ce qu'on appelle les entrepreneurs de mémoire peuvent exercer des formes aujourd'hui, surtout avec Internet, les réseaux sociaux, etc., extrêmement violentes. Donc, il faut résister aussi à ça. Même si on est proche d'eux par ailleurs, en tant que citoyen, voilà. Malgré tout, moi je suis convaincu qu'il faut résister à ces formes d'usage de l'histoire à des fins identitaires. Mais ça ne recoupe pas l'ensemble, évidemment. Ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec ça, je veux dire. Mais là où il y a un enjeu malgré tout, c'est dans ce que je disais, c'est qu'il y a une infinité de possibilités pour l'histoire mémoire. Vous voyez, si on est dans une logique de sauver de l'oubli, il y a une infinité de possibilités, elles ne sont pas toutes exploitées. Donc il y a toujours un enjeu. Et à partir du moment où une question donc, du passé qui a été refoulée commence à avoir une visibilité publique, c'est qu'elle a été prise en charge par un groupe. Voyez, donc moi, ma tendance, ce serait plutôt d'aller voir ceux qui, voyez, qui n'ont pas encore été pris par des groupes. C'est-à-dire, voilà, il y a une sorte peut-être là de possibilité pour l'historien d'aller fouiller comme ça vers des questions qui n'ont pas encore fait l'objet. Donc ça circule dans les deux sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est évident, personne ne peut le nier. Parmi les objets les plus importants aujourd'hui dans la recherche historique, eh bien, beaucoup d'entre eux viennent de logique militante associative. L'histoire du monde ouvrier, elle était faite d'abord par des syndicalistes. Hein. L'histoire des femmes, c'est les féministes. L'histoire de la Shoah aussi, c'était jusque dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup qui parlaient de ça. La collaboration sous Vichy, etc. C'était les historiens universitaires ne voulaient pas trop aborder ces questions. Donc, il y a une évolution grâce à l'histoire citoyenne, c'est évident, mais aussi dans l'autre sens. Et voilà, c'est dans l'autre sens, souvent, introduire un peu de recul par rapport même à ce qu'on fait. Moi, je suis un partisan de l'auto-analyse, c'est-à-dire que j'ai toujours conçu que la recherche, ça nous permettait personnellement aussi de s'interroger sur soi-même, pour se remettre en question. Voilà, je trouve, une des finalités civiques les plus importantes de la science. Voyez, je préfère dire civique que citoyenne, parce que civique, vous voyez, voilà. C'est ma conception aussi de la laïcité. Elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, par les temps qui courent, mais est-ce que le mot laïcité en français, il peut avoir aussi beaucoup de sens. Mais voilà, parce que ça permet une démarche pour devenir plus autonome, d'émancipation personnelle, etc., à l'égard de toutes les formes d'entreprises qui existent pour nous assigner à des identités, à des groupes, etc. Donc là, voilà, pour moi, il y a un enjeu essentiel que je dois aussi à ma formation, j'ai oublié de le dire, mais à ma formation de sociologue. J'ai une double formation. Moi, j'ai travaillé avec Pierre Bourdieu au début de ma carrière, donc ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai cette double formation, donc je me définis comme un socio-historien. Ouais, c'est important de le rappeler. Est-ce que je pourrais poser une question? Parce qu'en fait, dans votre présentation, deux questions. La première, c'est que dans votre présentation, quand vous évoquiez le rôle que c'est des groupes militants, si on veut, activistes, ont joué dans les années 70, 80, aux États-Unis, au Canada, ailleurs, pour favoriser une histoire du bas vers le haut, au bottom-up. La question des groupes, le mouvement syndical, le groupe des femmes, des groupes, l'histoire afro-américaine aux États-Unis, etc. Puis quand vous parlez maintenant
les questions liées à l'immigration ou la défense de certains droits. On peut penser ici à la communauté, l'histoire du sort des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc la communauté ukrainienne, etc. Bon, mais il y a un groupe militant qui cherche à s'intéresse à sa propre histoire et cherche aussi à l'utiliser pour avoir une plus grande place sociale, une reconnaissance sociale. C'est un certain type d'association, mais les sociétés savantes aussi il y a comme des associations qui sont nées d'une logique différente, il me semble, au niveau on peut dire oui, dans certains cas, au niveau, je pense à l'atelier d'histoire, la défense d'un quartier ouvrier qui connaît la désindustrialisation et donc comment avoir fier et valoriser ce passé, mais on est dans peut-être des logiques d'implantation locale et d'action dans un milieu géographique spécifique et donc d'une action à plus long terme sur un milieu qui prend peut-être une forme différente que des associations qui œuvrent à une autre échelle et peut-être sans cet enracinement local. Et donc, quand vous parlez, donc les questions identitaires, il me semble, se posent de manière différente lorsqu'on parle d'associations qui agissent à une autre échelle et sans avoir nécessairement le même type de finalité militante, même si on peut militer pour défendre un patrimoine, ou etc. Donc, que je précise que je ne conteste pas le fait que les citoyens utilisent l'histoire pour défendre leur cause. C'est tout à fait évident, c'est normal. Un chercheur, il n'a pas à régenter la citoyenneté, il n'a pas... Je pourrais entrer dans des détails, dans des affaires très précises auxquelles j'ai été confronté, notamment à l'époque des lois mémorielles. J'étais en divergence avec un certain nombre de mes collègues qui voulaient s'opposer à ces lois mémorielles en confondant, à mon avis, l'histoire et la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire, c'est un bien commun aussi. Je veux dire, donc il y a des logiques mémorielles qui peuvent être utilisées à des fins politiques. Ça, c'est l'affaire des citoyens. Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'historien, je ne dois pas confondre les rôles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le risque, c'est la confusion des rôles. Et donc, effectivement, on peut faire un travail, que moi j'ai été confronté à ça, ce que vous disiez sur la mémoire des quartiers, je l'ai fait en Lorraine, hein, c'est des cités ouvrières, c'est un petit bassin de 15 000 habitants, etc., qui était voué à disparaître, etc. Et après, évidemment, il y a eu un travail qui a été utilisé par des militants, par les syndicats. Je peux revenir, cette région, il y a eu j'ai participé aussi. La CGT avait mis en place la radio Lorraine Cœur d'Acier, la première radio à l'époque où les radios libres n'étaient pas autorisées en France. C'était donc un engagement très fort. Moi, je faisais des émissions d'histoire dans cette radio. Alors, évidemment, il y avait un usage des travaux qu'on avait pu produire pour militer, pour dire la sidérurgie doit continuer. Enfin, voilà, des mots d'ordre politique. Mais ce que je veux dire, c'est le danger, c'est de confondre les deux rôles. Mais évidemment qu'il y a des liens entre les deux. Et ce qui peut aussi après poser problème. Donc, c'est simplement aussi pour qu'on ait une sorte de vigilance par rapport à ça. Et puis, bon, voilà, il y a aussi, même dans les quartiers, il y aura des efforts qui vont être faits dans un quartier parce qu'il y a des gens pour le faire. Je veux dire, et puis, la mémoire, c'est aussi de mettre la lumière sur un groupe et puis laisser les autres dans l'oubli. C'est ça qui me... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut avoir la conscience de cette contradiction qui existe dans les usages du passé. Donc, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi peut-être ne pas être dans une logique de fin de l'histoire, c'est-à-dire d'enfermement dans un seul quartier. Voilà. Et ça se fait aussi d'ailleurs. Il y a des gens qui font un travail comme ça de mémoire sur un quartier et qui vont créer des liens avec un autre quartier, etc. Enfin, c'est aussi des choses qui peuvent se faire, mais voilà. Merci. Martin Drouin, professeur UQAM. Moi, ma question, vous nous avez présenté votre profil qui va tant dans l'histoire universitaire que l'histoire avec les groupes associatifs. Ma question est, est-ce que vous êtes singulier dans le paysage universitaire français ou au contraire, c'est ce que vous remarquez également chez vos collègues universitaires? Oui, là, je dirais, je suis singulier. Hein. Alors, ça est, le défaut des intellectuels, c'est toujours qu'ils veulent avoir l'air originaux. Bon. Mais là, pour le coup, je crois qu'on pourrait en donner beaucoup d'exemples, c'est-à-dire même au sein de notre association, et Martine pourrait témoigner,
on cherche des collègues plus jeunes, enfin, qui pourraient nous aider, mais il y en a très peu parce que on nous dit, mais ça, tu mets ça sur un CV que tu as été faire le clown sur, sur une piste enfin, au théâtre, etc. Non, il y a des logiques, vous savez. Je vais vous donner un petit exemple pour montrer aussi que les identités professionnelles, comment on est pris dedans. C'est quand on a commencé avec Chocolat, on a eu un bon article dans Télérama, qui est la revue culturelle bien connue en France, et ils avaient fait, le titre qu'ils avaient donné, c'est « Quand l'historien mouille sa chemise » sur le spectacle. Et je peux vous dire qu'à l'école des hautes études, ça a fait le buzz, hein. Et tous mes collègues disaient, Noiriel qui n'arrête pas de nous dire qu'il faut aller aux archives, vous voyez, il fait le clown, voilà, etc., etc. Et donc, voilà, comment dirais-je, j'avais un âge déjà assez canonique qui me permettait de supporter ça sans trop problème, mais je comprenais qu'un jeune historien, une jeune historienne, ouais, ne soit pas, vous voyez, parce que il faut publier, faire des articles, etc. Donc, il y a des contradictions qui ne sont pas liées aux personnes, mais qui sont liées, voilà. Donc, moi, c'est lié aussi à mon histoire. Moi, je viens d'un milieu populaire, j'ai toujours voulu garder le contact avec des gens qui ne soient pas du milieu universitaire. Je me sens pas forcément toujours très à l'aise dans ce milieu académique, surtout que, bon, comme vous l'avez présenté, j'ai connu les institutions, vous voyez, les plus, on va dire caricaturales, mais les plus élevées dans le milieu français. Donc, tout ça fait que j'avais un besoin vital de rester en contact avec, voilà, d'autres choses. Il y en a d'autres, hein, je veux dire, il y en a d'autres qui sont dans le même cas, mais ils n'ont pas forcément le même investissement associatif. Donc, on peut dire, sans vouloir considérer ça comme exceptionnel, que c'est quand même assez rare dans notre milieu. Et peut-être encore plus rare aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans, parce que le monde universitaire, enfin, ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez bien, il y a aussi… moi, quand j'ai commencé ma carrière, comment dirais-je, il n'y avait pas le fractionnement des métiers, la précarisation du travail. Donc maintenant, ce sont des courses pour les publications, la difficulté de trouver des postes, etc. On comprend que les collègues préfèrent aller vers ce qui est considéré comme le plus légitime dans nos métiers. Mais en même temps, vous savez qu'il y a au CNRS, là, il y a une case qu'on doit remplir à la fin de l'année, valorisation de la recherche. Donc, j'ai cherché, moi, ce que ça voulait dire dans nos métiers. J'ai cherché des rapports, des machins, et j'ai trouvé qu'une définition, mais elle ne concernait que la physique, la biologie, c'était faire des brevets. Et moi, j'estime, quand je vais comme ça, quand on va dans les écoles, quand on va dans les associations socioculturelles, les médiathèques, etc., et qu'on va présenter le fruit de notre travail sous des formes qui sont accessibles pour des gens qui ne lisent pas nos bouquins, parce que c'est ça le truc. Hein, si on est citoyen, qu'on est à la fois universitaire et citoyen, parce que c'est aussi une dimension de l'histoire citoyenne, eh bien, on doit se poser cette question-là. Donc, c'est bien de la valorisation de la recherche, mais il n'y a aucune forme de reconnaissance, rien. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus que ce ne soit pas… Donc, moi, j'ai déjà dit aux syndicats, dans nos syndicats, tout ça, mais prenez ça aussi comme un mot d'ordre, comme une… Mais non, ça ne passe pas la rampe, c'est des choses qui restent marginales. Je pense que là, il y a quand même une différence entre le Québec et le Canada, où il y a une plus grande valeur, une plus grande reconnaissance, et on peut au moins le… Oui, en fait. On parle en fait de mobilisation des connaissances et des différentes formes de mobilisation. Alors, à l'intention. Les historiens qui font du théâtre, alors… Non, pas tant que ça. Oui, Alain Roy, donc agent mémoriel de l'équipe agent mémoriel et aussi au laboratoire. J'ai beaucoup aimé votre présentation du parcours, en fait, qui est non pas sur un film, mais qui va de l'un à l'autre, en fait, et qui combine un peu les deux. Et votre conclusion, donc, qui
à la fois donc nous met en garde sur les risques, en fait, d'un certain nombre de choses, et à la fois aussi sur les ponts potentiels. Les risques étant cette question d'enfermement, on pourrait dire de concentration sur une dimension extrêmement locale, de chicane de chapelle, parce que ça arrive aussi, on le sait, là. Est-ce que la statue est au coin de rue là ou à l'autre, enfin, sur plein de choses comme ça. Et aussi sur l'apport finalement que l'historien professionnel peut apporter dans le sens d'élargir les perspectives, d'encadrer, donc d'outiller en fait. Donc, c'est un peu tout ça notre colloque. Donc, et ma question est, si on regarde vers l'avenir finalement, est-ce que vous voyez ces ponts-là de se développer ou au contraire, est-ce qu'il y a une perspective d'avenir pour une approche où cette histoire, donc, parce qu'on est tous en train de donner du sens au passé à un certain niveau, donc on contribue d'une manière ou d'une autre à cette inscription du temps, de la société dans le temps. Et est-ce qu'il y a une opportunité donc pour renforcer ces liens-là, comment, je sais que j'en suis convaincu, notre colloque en est une cause, en est une preuve, mais est-ce que si on regardait ça plus globalement, en termes des tendances de la production du côté savant et du côté peut-être citoyen, sur la notion de concept d'histoire citoyenne, j'aimerais bien y rebondir, mais ça sera peut-être plus tard. Ben, je crois que les perspectives, tout est toujours contradictoire, hein. Il y a des facteurs qui peut-être encourageaient cette dimension-là quand on était dans un contexte politique, je dirais, je ne vais pas dire enthousiasmant, mais quand même, où moi j'ai connu les années 70, je dirais, où on avait l'impression que cette idée de convergence se faisait plus facilement entre le monde des classes populaires, le monde militant, les intellectuels, les universitaires, les artistes, etc. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il y a une sorte un peu de démobilisation, de repli des gens sur eux-mêmes. Mais dans le même temps, on voit aussi des choses qui sont encourageantes. Je vois par exemple l'ouverture sur l'histoire d'institutions, par exemple les musées, les musées travaillent beaucoup plus aujourd'hui en collaboration avec des historiens, des historiennes que ça n'était le cas dans le passé. Donc, il y a l'intérêt aussi, je crois qu'il y a une prise de conscience de l'intérêt de ce qu'apporte l'histoire associative pour le développement de la recherche. Donc, il y a voilà, c'est donc des choses qui sont à mon avis, positives. Mais c'est un combat, quoi. C'est un combat je crois, de longue haleine. Et surtout si on le conçoit sous cette forme, moi j'aime bien, c'est ce qu'on appelait autrefois la dialectique, hein, la lutte des contraires qui fait progresser. Donc si on le conçoit comme une collaboration, mais aussi parfois comme des choses qui peuvent être un petit peu conflictuelles, évidemment, ça nécessite de bien penser les projets en amont, hein, pour les mettre en œuvre. Et je crois, moi, aussi, surtout, enfin, ça c'est notre expérience, hein, qu'il faut aussi élargir au-delà des relations entre historiens professionnels et historiens dits amateurs. Je veux dire que, surtout dans le colloque, il y a la question de la valorisation. La valorisation, aujourd'hui, elle est multiple. Elle passe par de multiples outils. Le cinéma, la littérature, et tout ce qui vient par Internet. C'est un enjeu tout à fait majeur. Donc, tout ça nécessite, oui, effectivement, de penser les choses dans une perspective d'avenir, mais je ne crois pas qu'on puisse être défaitiste, hein. Mais moi, je dis toujours maintenant, c'est aux jeunes de faire leurs preuves, hein. Alors, nous sommes rendus à l'heure fatidique de 19h30. Donc, c'est le moment, je pense, de vous remercier encore une fois pour votre intervention, de remercier les personnes ici. Je pense que
Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous stimuler, nous encourager pour la suite de ce colloque. Notamment, je pense que c'est l'occasion d'échanger sur nos pratiques respectives, nos expériences respectives dans le contexte québécois, que ce soit le milieu universitaire, le milieu associatif, parce qu'on voit des éléments qui se rejoignent, qui se touchent, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de différences et je pense que ça va être intéressant de poursuivre les échanges. Donc, merci à vous tous. Merci à vous, M. Noiriel. Merci.